Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Sport. On commence ce magazine par des images de l'enterrement de l'ancien gardien de l'équipe de France Philippe Médard au nouveau cimetière de Montigny-le-Bretonneux ce vendredi 6 octobre. Une centaine de personnes est venue rendre hommage à cet ancien bargeot. Philippe Médard avait 58 ans. Il est décédé des suites d'une longue maladie. On poursuit ce magazine par le sommaire de l'émission. Course, la troisième édition du Run and Bike de plaisir était organisée ce samedi dans le parc du Château. Plus de 600 personnes ont participé à l'événement. Les détails dans ce magazine. Rugby, nouvelle défaite pour le club de Montigny-le-Bretonneux dans le championnat de promotion honneur. Les Ignymontins se sont inclinés contre Garches 11-8 à la maison. Le résumé est à suivre. Golf, les amateurs de la petite balle blanche ont pu se tester gratuitement au golf national de Saint-Quentin en Yvelines ce samedi pendant le Golf Experience. Les sportifs ont également pu visiter un village ambulant sur la Ryder Cup. Nous y reviendrons dans quelques instants. On commence tout de suite ce magazine par l'actualité sportive de la semaine. Mais avant de développer ces titres, coup de projecteur sur les Jeux Olympiques de 2024. Vous le savez, Paris accueillera la plus grande compétition sportive planétaire. C'est dans ce cadre que la ministre des Sports, Laura Flessel, était ce matin à Versailles. La femme politique a visité en compagnie de la directrice du château, Catherine Pégard, et de plusieurs élus le site qui accueillera les épreuves d'équitation de pentathlon moderne pendant les JO. Laura Flessel était au micro de Nicolas Kirillovitz. C'est un lieu qui va recevoir les Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est un lieu qui a une histoire qui est excellente. Donc du coup aujourd'hui on veut continuer à travailler, je dirais, dans une co-construction. On va être très à l'écoute de toute transformation et lors de la commission, du passage de la commission, je n'étais pas venue. Donc du coup l'idée c'est de se présenter, de parler autour du futur, de notre futur olympique. Cette compétition ne sera pas aux Jeux Olympiques, mais alors a eu le mérite de mettre à l'épreuve les muscles des participants ce week-end. La troisième édition du Run and Bike de plaisir était organisée ce samedi matin et a réuni plus de 600 participants sur 5 courses. Des images signées Nicolas Kirillovitz. De la cohésion, un esprit d'équipe, une bonne préparation, des ingrédients indispensables pour briller sur la troisième édition du Run and Bike de plaisir. Ce samedi 7 octobre, l'événement a réuni 600 participants répartis sur 5 courses de 15 km à 2 km. Le côté binôme, c'est sympa. Puis on ne fait pas grand-chose ensemble, donc là c'est sympa, ça nous permet de faire quelque chose ensemble. Ça change. Pour moi, c'est la première fois que je participe à une course comme ça. Donc le but, c'est de faire le départ et l'arrivée ensemble. Le tracé a été dessiné en pleine nature entre le parc du Château de Plaisir et le bois de la Crâne, un circuit tout-terrain. Vous avez effectivement, c'est assez vallonné, le départ est assez pentu, on va dire, et puis après vous avez différentes petites difficultés dans la forêt. Mais sinon, c'est un parcours qui est assez roulant. Sur le 15 km, la course a été remportée par Olivier Derken et Yann Fret en 51 minutes et 40 secondes, avec près de 38 secondes d'avance sur les deuxièmes du classement. C'est pas les champions du monde, mais une petite victoire, c'est toujours bon à prendre, c'est sympa. Ça donne du bon cœur, ça fait plaisir. Voilà, c'est le cas de le dire. Voilà. Okay. Rendez-vous l'année prochaine pour un 4e Run and Bike à plaisir. Selon les organisateurs, le lieu du parcours pourrait changer lors de la prochaine édition. En rugby, nouvelle défaite pour le club de Montigny-le-Bretonneux dans le championnat de promotion honneur. Les Ignymontins se sont inclinés contre Garches 11-8 à la maison lors de la deuxième journée du championnat et flirtent avec la zone de relégation. Le résumé du match par Nicolas Dandry. Deuxième match, deuxième défaite de la saison pour Montigny-le-Bretonneux. Les Ignymontins se sont inclinés de justesse 8-11 à la maison face à Garches. Une partie équilibrée entre les deux équipes. Ça s'est joué sur des petits détails. Et voilà, le groupe pour l'instant n'a pas été capable de gagner par rapport à ces détails, mais voilà, on reste positif et puis on va travailler pour faire la différence. Pourtant, les Ignymontins ont bien entamé la rencontre. Après avoir ouvert le score sur une pénalité, Montigny-le-Bretonneux inscrit le premier essai du match. Le demi de mêlée ouvre. Le deuxième centre prend l'intervalle, rafute et aplatit derrière la ligne 8-0 pour les Verts. Mais Garches réagit, les rouges et blancs s'installent dans les 22 mètres de Montigny. Plusieurs mauls, les Ignymontins multiplient les fautes et finissent par plier. Garches revient à 3 longueurs juste avant la mi-temps. Lors de la seconde période, la tension monte d'un cran. L'arbitre distribue plusieurs cartons suite à des fautes répétées. Les Garchois reviennent au score et passent devant grâce à 2 pénalités. Montigny-le-Bretonneux aurait pu l'emporter, mais l'essai est finalement refusé par l'arbitre suite à un contact entre 2 joueurs ignymontins. La saison est encore longue, on a encore des matchs à domicile.
On va chez les équipes qui étaient en première série avec nous l'année dernière, donc on compte aller gagner à l'extérieur, on compte gagner nos matchs à domicile, mais non, on ne va pas lâcher, hors de question. Montigny-le-Bretonneux se retrouve à la 8e place aux portes de la zone rouge. Prochain match dimanche face au 2e du classement sur le terrain de Saint-Maur. On continue par un résultat de rugby. Le Sky jouait également ce week-end son 2e match de la saison dans le championnat honneur. Les Saint-Quentinois se sont inclinés à l'extérieur sur le terrain de Cergy-Pontoise sur le score de 31-24. Une défaite qui relègue le Sky Rugby à la 7e place du classement avec 5 points et un bilan d'une victoire et une défaite. En handball, on avait également la tête des mauvais jours chez les féminines de Montigny-le-Bretonneux. Les Inimontaines se sont inclinées à l'extérieur sur le terrain de Palaiseau lors de la 3e journée du championnat de National 2. Le score 31-20, une défaite qui condamne Montigny-le-Bretonneux à la dernière place du classement ce début de championnat. Un mot de basket, Trappes jouait ce week-end le gros derby de sa poule en National 3 contre Marly-le-Roi sur son parquet. Et les Trappistes n'ont pas été en réussite puisqu'ils s'inclinent de 2 points contre leurs voisins yvelinois 73-71. Premier avant la rencontre, les Trappistes redescendent à la 3e place à un petit point du fauteuil de leader. Ce week-end, on jouait également le 5e tour de la Coupe de France de football. Bailly-Noisy, club de 2e division de district, s'est incliné 2-1 sur sa pelouse contre Aubervilliers. Une équipe qui évolue 3 divisions au-dessus. Les Yvelinois ont réussi à tenir le match nul jusqu'à la 80e minute. Dans le second match qui nous intéressait ce week-end, Versailles a vu son match arrêté. Un joueur de Marly, la ville a été victime d'un malaise cardiaque pendant la rencontre. Le match devait être rejoué le week-end prochain. On continue à parler de football. Coup de projecteur aujourd'hui sur l'équipe senior de l'Étoile sportive de Trappes qui évolue en R4. Pour nous parler des ambitions du club, nous recevons sur ce plateau le capitaine Amidou Sissoko. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous sommes à un peu plus d'un mois du début de la saison. Ouais. Comment sentez-vous l'équipe ? Bien, même si on fait un début de saison assez moyen avec 2 victoires et 2 défaites. Mais bon, il y a du positif. On sent qu'il y a des choses vraiment positives pour la suite du championnat. L'équipe a été vachement modifiée cet été avec beaucoup de départs de joueurs importants. Mais bon, là, on est en train de reconstruire et, avec des joueurs du club. Et voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour la suite. D'accord, vous vous basez plutôt sur les joueurs du club, pour cette nouvelle saison, exactement, plus que des renforts venus de l'extérieur. Non, c'est principalement des joueurs qui ont été formés au club, qui viennent des catégories inférieures, qui ont l'esprit du club et qui vont pouvoir poursuivre leur continuité avec nous, du coup. Qu'est-ce qu'il faudra améliorer ? Vous le disiez, 2 victoires, 2 défaites. Oui. Qu'est-ce qu'il faut améliorer dans cette équipe ? L'efficacité, déjà. On n'a pas marqué beaucoup de buts. Même si on a une assez bonne défense, mais pour pouvoir gagner, il faut marquer, évidemment. Et du coup, voilà, on est encore en début de saison. La saison va être très très longue. Donc c'est pour ça que je ne m'inquiète pas à ce niveau-là. On va parler du dernier match de championnat contre Logne. Oui. C'est le match vraiment qu'il ne fallait pas manquer en ce début de saison pour vous mettre dans une nouvelle dynamique. Je pense que tous les matchs ne sont pas à louper. Après, si on l'avait gagné, c'est clair que ça aurait été beaucoup mieux pour la confiance. Voilà, maintenant on a perdu, on va pas s'arrêter là-dessus, il faut passer à autre chose et justement corriger ce qui n'a pas été bon pour la suite. Vous marquez peu, mais vous avez en contrepartie une très bonne défense, vous encaissez très peu de buts. Ouais, c'est votre force aussi cette saison ? C'est l'une de nos forces, bien sûr. L'année dernière, on a terminé meilleure défense. On va s'appuyer là-dessus pour cette saison aussi et comme je disais, corriger. Maintenant, s'améliorer au niveau de l'efficacité, trouver un équilibre et pouvoir enchaîner les bonnes performances, les bons résultats. Au niveau de la mentalité de l'effectif, est-ce que tout le monde adhère au discours de Arnaud Mbizi, le coach actuel de l'équipe ? Est-ce que vous sentez les autres joueurs concentrés aux entraînements et prêts à appliquer vraiment les consignes du coach ? Bien sûr. Arnaud, ça fait longtemps qu'il est au club. Il a connu pratiquement tous les joueurs qu'il a actuellement sous son commandement. Donc voilà, c'est quelqu'un de très posé, qui sait ce qu'il fait. Donc forcément, c'est plus facile pour nous, les joueurs, et pour lui aussi, vu qu'il connaît les joueurs depuis vraiment tout petit. Donc il a pu voir leur progression et sait comment les utiliser chacun à leur poste au niveau des matchs. C'est important d'avoir un esprit familial dans un club local ? Ça aide. Bien sûr, c'est important. Ça facilite beaucoup de choses. Des fois, on n'a pas besoin de parler pour se comprendre. Donc voilà, ça facilite beaucoup les choses. Alors, vous êtes actuellement 5e du classement. Oui. C'est une place qui vous convient ou visez plus haut ?
Le président nous avait dit dans une précédente émission que vous visiez le top 3. Bien sûr, podium. à la fin de saison, on ne va pas se cacher. On joue pour la montée, surtout avec la réforme des championnats. Faudra en profiter cette saison. Voilà, donc l'année dernière, on l'a loupé de très très peu. On espère que cette année, ça sera la bonne, enfin. On voit le classement en ce moment même. Est-ce que vous êtes à votre place, finalement? On voit Sarcelles, Meaux, Logne, qui vous a battu le week-end précédent. Ce seront les équipes favorites pour la montée cette saison? Là, on est à notre place. Voilà, c'est mérité. On ne l'a pas volé. On ne mérite pas mieux. 2 victoires, 2 défaites. On est à notre place. Après, voilà, il y a de très très bonnes équipes dans le championnat aussi. Ça va être un championnat serré. Vous faites partie des favoris? On ne va pas se mettre dans la peau d'un favori, mais on va jouer crânement notre chance. Et c'est une obligation pour le club de monter cette saison? On ne va pas se mettre de pression inutile en disant que c'est une obligation, mais un objectif. On ne va pas parler d'obligation, mais d'objectif. Bon, on espère vous revoir sur ce plateau dans quelques mois pour que vous nous annonciez justement une place dans les 3 premiers, voire une montée. Merci à vous, Hamidou Sissoko. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Et très bonne fin de saison. Merci. Enfin, très bon déroulement de saison, on peut dire, à Trappes. Merci beaucoup. Un mot de baseball à présent, le nouveau terrain du stade Jean Maréchal de Montigny-Bretonneux, utilisé principalement par l'équipe locale des Cougars, a officiellement été inauguré ce dimanche matin après plusieurs semaines de rénovation et un retard d'1 mois dans les travaux. Pour l'occasion, un match amical était organisé entre les sportifs du club. Les joueurs ont pu fouler cette nouvelle pelouse entièrement refaite. On écoute Annie Couton, la présidente des Cougars. C'est un terrain de nouvelle génération, donc c'est vrai qu'il sera plus facile pour les joueurs, ça leur donnera moins mal aux genoux puisque le dernier terrain était en fin de vie et il était relativement dur. Les Cougars de Montigny-le-Bretonneux testeront leur nouveau stade en compétition au mois de mars prochain pour leur premier match de la saison de Division 1. La saison de baseball se déroule du mois de mars au mois de septembre. Direction à présent les greens du Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines. La 6e édition du Golf Experience, anciennement appelée Golf Festival, était organisée ce samedi dans la structure. Plus de 600 personnes ont fait le déplacement pour apprendre gratuitement le golf et surtout découvrir en avant-première le village ambulant de la Ryder Cup 2018 qui s'exportera dans toutes les villes du territoire. Un reportage de Nicolas Kirilovitz. Super! Vous avez vu? Future star. Ce samedi 7 octobre, Yasmine, 9 ans, a travaillé son swing sous l'œil de son père au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle fait partie des 600 novices qui ont participé à cette 6e édition de la Golf Experience, un événement gratuit encadré par des experts. Il était gentil et puis c'était plutôt rigolo les façons dont il a présenté. Il y a des balles où j'ai réussi, des balles où j'ai pas réussi, mais sinon j'ai bien aimé. C'est très bien, c'est très bien et je pense qu'il faut pouvoir faire ce genre d'expérience encore plus souvent, la renouveler et puis les inciter et leur donner envie de taper dans la balle. Pour aider les novices ou les joueurs confirmés à progresser, des capteurs ont été installés sur les différents ateliers. Objectif, les aider à améliorer le jeu long et le jeu court. Avec ça, on va pouvoir aider le joueur à travailler les bons points, voilà, aller travailler dans le bon sens, pas aller dans un chemin qui ne va pas être le bon pour le joueur. Donc on va pouvoir corriger plus facilement les défauts du joueur, voilà, avec des données mathématiques. Tous les coups doivent être bons et précis, donc il est important de bien se connaître soi-même, donc d'avoir tous les paramètres qui influent sur la performance. En parallèle des activités sportives, les golfeurs en herbe ont pu découvrir en avant-première un village ambulant dédié à la Ryder Cup 2018 qui se déroulera au Golf National. Le but, c'est de parler aux Saint-Quentinois et de leur expliquer ce qu'est la Ryder Cup justement. Donc on a toute une tente de promotion où on parle justement de la Ryder Cup, on a la documentation à remettre aux visiteurs. On a une tente qui est dédiée à la réalité virtuelle. En fait, c'est une visite virtuelle du Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines. La plupart des Saint-Quentinois ne sont jamais venus sur ce site exceptionnel. On leur propose du coup, d'une manière très immersive et très émotionnelle, de découvrir ce site. À partir de novembre, ce village ambulant va s'exporter à l'extérieur des frontières du Golfe national. 20 événements sont déjà programmés sur 11 communes de Saint-Quentin-en-Yvelines jusqu'à l'organisation de la Ryder Cup en septembre 2018. Si vous voulez assister à la Ryder Cup 2018, la compétition est programmée, comme vous pouvez le voir sur cette infographie, du 28 au 30 septembre 2018 sur le Golfe national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Si vous êtes intéressé, il reste encore quelques places.
Ryder Cup encore et toujours dans ce 7-8 sport. Mercredi dernier, sur l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, l'Union sportive du sport scolaire a organisé une journée spéciale pour promouvoir cet événement et le golf auprès des jeunes. 700 élèves âgés de 11 à 14 ans ont pu s'entraîner et peter et à tirer des palets le plus loin possible sur les practices toute la journée. On écoute Alexandra Samanès de l'UNSS 78. Elle revient sur l'objectif de cet événement. C'est vrai que l'activité golfique n'est pas forcément une activité populaire. L'objectif, nous, à l'UNSS, c'est de la rendre de plus en plus populaire. L'objectif primordial, c'est de se dire qu'on aimerait maintenant, dans les Yvelines, au niveau de l'UNSS et pourquoi pas en EPS, que les élèves fassent du golf comme ils font de l'ultimate ou bien du rugby, du football. Ça serait l'idée. On passe maintenant à notre deuxième entretien dans ce 7-8 sport. Il concerne l'automobile. Le Gazelle Men Rally, une compétition inspirée du Rallye des Gazelles, est programmée du 4 au 11 novembre dans les dunes marocaines. Dans les Yvelines, un couple originaire de Vélizy-Villacoublay a décidé de tenter l'expérience en duo. Nous les recevons sur ce plateau. À ma droite, Pascal Burg, qui sera le navigateur de l'équipe, et Fabienne Lalande-Burg, à ma gauche, qui sera la pilote, on peut le dire. Bonsoir. Alors, pourquoi avez-vous décidé de vous lancer dans l'aventure ? Fabienne a participé déjà 4 fois au rallye Aïcha des Gazelles, donc de 2009 à 2012, et je l'ai accompagnée de l'extérieur dans cette aventure. Et l'organisateur du rallye Aïcha des Gazelles a lancé le Gazelle Men Rally, donc la première édition au mois de novembre, qui est la version mixte en fait du rallye Aïcha des Gazelles. Donc ça donne envie de pouvoir partager cette aventure donc avec ma femme sur cette épreuve. Donc vous avez vraiment envie de participer. Du coup, c'est la première édition du Rallye Gazelle Men. Est-ce que vous avez poussé justement pour qu'on organise ce type de rallye pour les hommes ? Disons que je connais le rallye Aïcha des Gazelles depuis sa création pratiquement, donc j'admire ce que font les gazelles lors de ce rallye. Et c'est vrai qu'il y avait une certaine demande à la fois d'hommes et aussi de gazelles qui faisaient le rallye et qui avaient envie d'emmener leur conjoint sur une épreuve de ce type. Donc, chose faite à partir du mois de novembre de cette année. Fabienne, vous n'avez pas hésité une seule seconde à partir avec Pascal ? Ça nous a pris 45 secondes. 45 secondes ? Ah oui, au moins. Au moins. Ouais. Mais c'était vraiment c'est une aventure qui est tellement belle, pour soi, pour les autres. On apprend beaucoup de choses sur soi-même au niveau du rallye. Et Pascal, il avait participé à cette aventure, mais de l'extérieur. Et là, on avait vraiment la possibilité qu'ils connaissent de l'intérieur. On n'a pas hésité. J'ai pas hésité. Il fallait qu'on le fasse tous les deux. Donc il fallait forcément de l'argent pour partir. Est-ce que le budget est bouclé, Pascal ? Le budget n'est pas bouclé. N'est pas bouclé ? Non. Mais à quelques semaines de l'épreuve. La passion prend le dessus. On a quelques euros de côté pour pouvoir permettre de partir. On a encore 3 petites semaines, même pas devant nous. Si on parle de 31 octobre, on prend la route le 31 octobre pour rejoindre le Maroc. Et si toutefois on arrive à trouver, ce serait tant mieux. Sinon, on a décidé de partir de toute manière. Donc vous partez quoi qu'il arrive. Voilà. Ah, oui. Et au niveau du financement, ça coûte combien pour participer à ce type de rallye ? Il faut compter 26 000 euros. 26 000 euros ? Pour le Gazelle Men, pour une épreuve de 6 jours. Voilà, donc 6 jours. Les 26 000 euros comprennent l'inscription. On est pris en charge totalement, aussi bien le carburant que l'hébergement, la nourriture. Après, c'est très sécurisé. Parce on est suivi par satellite. Donc même en France, on peut suivre l'équipage sur le site du Gazelle Men. Et pour l'organisation générale, si je comprends bien, dans le dossier. Tout, les secours, ainsi de suite. Et vous êtes entraîné comment, du coup, pour cette édition, cette première édition ? Fabienne. Nous avons fait des entraînements avec un de nos partenaires à La Ferté-Gaucher. Et puis... On est parti au mois de novembre ensemble au Maroc pour... Vous êtes allé repérer un petit peu les lieux ? Pas repérer, on ne sait pas, c'est un parcours qui est secret, on a un secteur géographique à la limite, mais ça s'arrête là. Donc on est parti surtout pour apprendre, malgré qu'on soit un couple, apprendre à communiquer dans la voiture. Donc chose pas forcément aisée dans ce type de situation-là. C'était ma prochaine question, est-ce que c'est simple de partir en duo, surtout en couple ? Non, je pense que déjà 2 personnes qui semblent se connaître dans la vie de tous les jours, des amis, même de la famille. Non, je dirais un couple, il y a le côté affectif qui est là.
Et quand il y a des décisions à prendre, et plus la fatigue, plus les incertitudes, on va voir, on va gérer. Parce que le rallye, je rappelle quand même que c'est entre 13 et 15 heures de conduite par jour. Et on est seul au monde. Donc il y a une promiscuité qu'on n'a peut-être pas dans la vie de tous les jours. Et voilà. Donc c'est un avantage selon vous? De partir avec son conjoint, je ne vous cache pas que j'en sais rien. On verra ça au retour. On vous dira ça au retour. Mais c'est pas, je pense que c'est quelque chose qui est pas facile, parce qu'il faut vraiment ce qui est dans la voiture reste dans la voiture, et que ça n'impacte pas la vie en dehors du rallye. Parce que des moments tendus, je pense qu'il va y en avoir. L'essentiel, c'est de ne pas avoir de craquer en même temps. Il faut craquer l'un après l'autre, mais surtout pas en même temps. Et ce qui permet à l'autre d'aider celui qui craque à remonter la pente, quoi. Vous y allez, Pascal, pour participer ou pour remporter la compétition? Alors, je dirais que j'y vais déjà pour participer, parce que je sais que la performance viendra toute seule. Si on va la chercher, sur ce type d'épreuve que je connais bien, il y a tellement d'éléments, de facteurs extérieurs qui peuvent intervenir, que ce soit la météo, l'environnement qu'on va rencontrer, les prises de décision, la fatigue, le stress, plein de choses qui peuvent intervenir. Ce n'est pas simplement d'aller de l'avant comme ça. La performance viendra si on garde la tête froide, si on ne fait pas trop d'erreurs en termes de stratégie de navigation, puisqu'on n'a pas de GPS, on est à travers tous les reliefs, juste avec des cartes d'état-major en noir et blanc, des points GPS, on trace notre cap. Il faut qu'on parcourt la plus courte distance en pointant le maximum de points de contrôle de passage. Donc c'est de la stratégie. Donc il y a un facteur chance peut-être qui peut intervenir aussi, ou pas. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. On vous souhaite bonne chance Merci. pour cette compétition et on vous souhaite de terminer le plus haut possible. Merci à tous les deux. Nous allons prendre le large dans ce 7-8 Sport pour parler de voile. Après avoir participé au Vendée Globe l'année dernière, le skipper versaillais Tanguy de la Motte va repartir pour la Transat Jacques Vabre en duo avec Samantha Davis, une course transatlantique entre Le Havre et Salvador. Le 5 novembre prochain, le jour du départ, les deux navigateurs pourront compter sur un soutien de poids. Vous le voyez à l'écran. L'astronaute français Thomas Pesquet, ami de Tanguy de la Motte, sera présent à leur côté. Il a été choisi pour être le parrain du bateau IMOCA Initiative Cœur pour cette édition. Il a pu d'ailleurs le tester en mer avec le skipper versaillais. On écoute Thomas Pesquet. Il y a plein de parallèles entre l'aventure, l'exploration spatiale, ce qu'on fait nous dans l'espace, ce que fait Tanguy et ce que font les navigateurs en haute mer. On est isolé, on part tout seul, on se confronte à un milieu extrême, on utilise la technologie, il faut se préparer comme des sportifs, peut-être pas de haut niveau, mais quand même des sportifs. Donc il y a tout ça, on en parle, on en discute, on échange, on s'est rapproché sur le projet du Vendée Globe où moi j'étais dans la station spatiale et Tanguy lui il affrontait la mer sur son bateau, on était un peu en parallèle comme ça, c'était une belle aventure et voilà, on a décidé de la continuer aujourd'hui avec ce bateau-là et en plus tout ça pour une bonne cause. Ce sera la dernière course de Tanguy de la Motte avant une longue pause pour raison familiale. Il tentera de viser le top 5 de la Transat Jacques Vabre pour cette édition. On passe maintenant à notre rubrique Agenda. Un rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes un passionné de football. Le Variété Club de France sera ce mercredi soir à 19h au stade Léo Lagrange de Poissy. Sur la pelouse, le public pourra voir en action Sonny Anderson, Laurent Blanc, Didier Deschamps, Alain Giras et Vicente Lizarazu. L'ensemble des recettes de ce match caritatif sera reversé au profit de l'association Plus de Vie, présidée par l'ancienne première dame Bernadette Chirac. En football, Morpa, leader du championnat de première division de district, reçoit le PEC au stade du Bout-des-Clos ce dimanche à 15h. Les Morpasiens seront favoris de cette rencontre. Ils sont pour l'instant premiers avec un bilan de 3 victoires et un nul. Et surtout, ils ont la meilleure attaque du championnat avec 11 buts inscrits. De son côté, le PEC pointe à la 8e place et n'a encaissé qu'un seul but. Une opposition de style qui s'annonce passionnante. Des images insolites à présent pour refermer ce magazine. Une section de Quidditch baptisée les Headless Hunt vient de voir le jour au Clé-sous-Bois. Une première dans le département des Yvelines. Ce sport de balle a été inventé dans la saga Harry Potter par l'auteur J.K. Rowling et adapté dans la réalité par des fans pour attirer un maximum de joueurs. Un entraînement était ouvert aux petits et aux grands la semaine dernière au parc Jean Carillon. On écoute le président du club, Gilles Guilloux. En fait, on n'est pas des sorciers. C'est du Quidditch moldu parce qu'on n'est pas magicien, donc on ne vole pas, donc on court avec des balais. Mais le but, c'est de permettre aux enfants qui connaissent l'univers d'Harry Potter, ou même les grands comme moi, qui puissent s'amuser, courir et puis pouvoir participer à des compétitions
Le club des Headless Hunt participera à la Coupe de France de Quidditch les 18 et 19 novembre prochains. Avant cet entraînement ouvert au public, la structure comptait 7 inscrits. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, passez une excellente semaine sportive. À bientôt sur TV78.